Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet espace Agora, l'espace Agora qui propose un cycle de conférences organisé par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, la BPA Auvra, à travers sa filiale, donc la Banque de la Transition énergétique, est partenaire du sommet de l'élevage sur cet espace Agora. L'idée, c'est d'utiliser cet espace pour vous faire découvrir des sujets en lien avec la transition énergétique à travers des experts, des témoignages, des conférences. Donc il y a tout un programme que vous pouvez retrouver soit sur les petits flyers comme ceci, soit sur le site du sommet de l'élevage. Et donc c'est vraiment un espace pour vous apporter des informations sur ces sujets et pour donner des conseils aussi aux agriculteurs. Donc on aborde divers thèmes. Ce matin, non pas ce matin, mais tout à l'heure, pardon, on a parlé de photovoltaïque, on a parlé de méthanisation. Et là maintenant, on va passer à notre dernière conférence de la journée et qui porte sur l'empreinte carbone de l'entreprise agricole. Alors en 2022, le secteur de l'agriculture représentait 19% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, comme bien d'autres secteurs, eh bien, c'est un secteur qui a son rôle à jouer dans la limitation du changement climatique. Alors pour aborder ce thème de l'empreinte carbone de l'entreprise agricole, je suis en compagnie d'Edith Bruno, coordinatrice régionale de Dunater. Alors Dunater, c'est une association qui développe les services environnementaux et qui rémunère les agriculteurs pour leurs pratiques respectueuses de l'environnement. Elle va vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi tout à l'heure, mais voilà un petit peu l'idée principale. Et puis à mes côtés également, j'ai Stéphane Joandel. Donc Stéphane, vous êtes producteur laitier dans la région de Montbrison et vous êtes trésorier de l'association Dunater. Et aussi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous êtes directement impliqué dans cette démarche label bas carbone dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Et tout d'abord, je remercie la Banque Populaire de laisser la parole et de comprendre aujourd'hui ce qu'on peut apporter. Donc, Madame a présenté, donc moi, quand même, Stéphane Joandel. Je suis éleveur laitier dans le département de la Loire, aujourd'hui en zone de montagne, et je produis 250 ml de lait transformé en fourme de Montbrison. Le dossier de l'écologie, on va dire, positive pour moi aujourd'hui, est quelque chose que j'avais depuis longtemps dans la tête. Donc, et on a créé cette association par la FRSOA Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, qui s'appelle Dunater. Aujourd'hui, voilà. Pourquoi prendre ces dossiers-là? Vous l'avez souligné, l'élevage laitier l'élevage a un rôle à jouer, et pas que laitier, l'élevage ou l'agriculture a un rôle à jouer aujourd'hui, émet des gaz à effet de serre qu'on appelle, mais juste quand même dans le captage carbone et des décisions qui sont été prises, je pense notamment à la COP 26 qui était à Glasgow, sur cette réduction. Pour réduire le carbone, aujourd'hui, il n'y a pas des puits de carbone, il n'y a pas 50 solutions. Une des solutions, c'est les océans, aujourd'hui, qu'on ne maîtrise pas. Et la deuxième solution est quand même le foncier. Où sont nos animaux, voilà, et la culture qu'il y a dessus aujourd'hui qui peuvent permettre ce captage carbone aujourd'hui. Et là, on a décidé quand même de faire voir les bienfaits de l'élevage laitier français, bien faire voir l'élevage laitier aujourd'hui dans tout son ensemble aujourd'hui, ce qu'il apporte. On met souvent les effets, je dis négatifs, mais quand on prend l'ensemble aujourd'hui, le carbone aujourd'hui, mais pas que. Je pense à tout ce qui est, on pense soit des CPSE, des contrats de prestations services environnementaux, et je pense à la biodiversité aujourd'hui. La biodiversité est conservée grâce à l'élevage aujourd'hui et à la vie des sols. Et Edith va vous détailler ça et on répondra aux questions. Voilà, vraiment les bienfaits de cet élevage-là. Et pour qu'une prairie ou une culture capte du carbone, faut qu'elle soit entretenue. Voilà. Faut pas que ce soit une friche, sinon il y a plus de. C'est basique, mais il n'y a plus de photosynthèse et ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc il faut bien comprendre ça, voilà, et faire en face qu'on soit bon dans ce domaine-là. Et on a des puits de carbone qui sont très importants. Merci. Alors Edith Bruno, effectivement, vous allez nous présenter un petit peu plus Dunater et puis nous expliquer aussi toute cette démarche de label biocarbone. Bonjour à tous, Edith Bruno, je suis coordinatrice régionale pour l'association Dunater. Dunater, c'est une association qu'on a créée en 2020, la FRSEA, la Chambre d'agriculture et les jeunes agriculteurs au niveau régional. Pourquoi on a créé cette association? C'est comme vous le disait Stéphane, en fait l'agriculture elle a un rôle à jouer dans la biodiversité.
Et l'objectif, c'est de mettre en valeur tous les services que peuvent apporter l'agriculture pour l'environnement. Là, vous avez des exemples sur le diaporama de services environnementaux en agriculture, sur la préservation du sol, la biodiversité, l'eau ou les pollinisateurs. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire un focus sur les crédits carbone, stockage du carbone, mais aussi réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on vous présentait tout à l'heure, oui, l'agriculture émet des gaz à effet de serre, mais on a un objectif à atteindre de neutralité carbone en 2050. Et là, pour le coup, l'agriculture, elle a un rôle fondamental à jouer pour l'atteinte de cette neutralité carbone. On vous a remis quelques chiffres dans le diagramme que je ne vois pas bien d'ici. L'objectif pour l'agriculture, c'est d'atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau de France. Au niveau français, pour tout le monde, c'est moins 85%, et l'agriculture participera à ça. Et avec les puits de carbone, on peut stocker jusqu'à plus de 206% de carbone dans nos sols. Donc, c'est tout aussi important pour les agriculteurs de répondre à ces enjeux de société et de participer à ces projets-là. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association d'Unater. Il y avait un côté reconnaissance de la profession agricole dans le rôle qu'elle a joué sur ces sujets-là, mais aussi d'apporter une rémunération complémentaire pour les agriculteurs sur ces thèmes de services environnementaux et des crédits carbone qu'on va développer par la suite. Le focus qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur les méthodes agricoles du label bas carbone. Vous allez retrouver souvent dans le diaporama LBC, c'est le label bas carbone. Vous avez les différentes méthodes qui existent à ce jour en agriculture. La principale dont on va faire un focus aujourd'hui, puisqu'on est au sommet de l'élevage, c'est la méthode Carbone Agri pour les élevages de ruminants, bovins viande, bovins lait, et c'est en train de se développer pour les caprins et les ovins, et qui prend en compte les cultures qui servent à l'élevage. Vous avez la méthode Grande Culture qui a été labellisée en 2021 par le ministère de l'écologie, et vous retrouvez des méthodes sur les haies, l'écométhane, la plantation de vergers et sur la gestion des intrants. Dunater a un rôle particulier dans le carbone. En fait, on est ce qu'on appelle un développeur de projet pour France Carbone Agri associé. Du coup, Stéphane, peut-être je te laisse présenter France Carbone Agri. France Carbone Agri, voilà, donc Edith vous l'a présenté, mais vous a dit on allait présenter ça, c'est une association qui est montée. Une fois qu'on a fait le diagnostic carbone aujourd'hui, on regarde les émissions aujourd'hui, ce qu'on peut réduire, on va dire les objectifs indirects aujourd'hui, l'amélioration économique de l'exploitation. On s'est aperçu dans le Cap de Zère et qu'aujourd'hui, on pouvait, avec l'environnement, faire de l'économie. Je vous prends juste un exemple qui parle dans l'élevage laitier, c'est l'âge au vélage, l'âge au premier vélage. Voilà. Si on avance, on réduit notre cheptel et ça a un bienfait pour l'environnement et ça a un bienfait économique pour l'exploitation. Et de là, aujourd'hui, France Carbone Agri a été créée par les 4 AS, alors associations spécialisées de ruminants de la FNSEA. Après, les grandes cultures sont venues, on est devenu une structure indépendante. Et aujourd'hui, quand il y a un boni, aujourd'hui, on fait un diagnostic, on va dire J1, on fait un milieu, 2 ans et demi, et on fait à 5 ans aujourd'hui. Et là, s'il y a un boni de carbone, on vend nos crédits carbone à ceux qui sont prêts à en acheter. Voilà. Alors justement, je vais rentrer un peu plus dans le détail de la méthode label bas carbone, Carbone Agri, pour vous présenter en fait le processus de labellisation bas carbone et comment ça se passe pour un agriculteur. Alors, juste pour remettre les différents rôles des acteurs et puis repréciser, du coup, nous, on se situe Dunater. En fait, France Carbone Agri, c'est le mandataire. C'est lui qui va labelliser les projets bas carbone et c'est lui qui va vendre les crédits carbone et rémunérer les agriculteurs. Nous, Dunater, on se trouve au milieu entre France Carbone Agri et les agriculteurs. On est ce qu'on appelle les développeurs de projets. C'est les conseillers techniques locaux qui accompagnent les agriculteurs pendant 5 ans sur leur projet label bas carbone. Comment ça se passe? C'est ce que Stéphane vous disait tout à l'heure. Il y a différentes étapes sur les 5 ans pour obtenir la labellisation bas carbone. On commence par faire un premier audit pour voir où se situe l'exploitation agricole et quelle est son empreinte carbone. Le diagnostic dont vous parlez, Stéphane, c'est CAP2ER. C'est le diagnostic qu'on utilise dans la méthode Carbone Agri. Du coup, on va utiliser cette méthode pour vous présenter comment se déroule la méthodologie sur les 5 ans. Donc, on fait ce premier diagnostic CAP2ER en année 1
À partir de là, on se rend compte quelle est l'empreinte carbone de l'exploitation agricole. Et là, le conseiller va proposer différents leviers d'action à l'agriculteur. Et c'est la phase où on va construire un plan d'action agriculteur et conseiller ensemble. Moi, agriculteur, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur mon exploitation? Jusqu'où j'ai envie d'aller? Quelles sont les pratiques qui pourraient correspondre à mes envies sur l'autonomie fourragère? Comment je pourrais aller plus loin sur les 5 ans? Et jusqu'où j'ai envie d'aller? Et ça, c'est ce plan d'action qui se construit sur les 5 ans. On vous montrera par la suite des exemples de leviers d'action et un peu le recul qu'on a sur les appels à projets auxquels on a répondu en 2021 pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut être. Pendant les 5 ans, l'agriculteur va mettre en place progressivement les différents leviers d'action qui ont été identifiés dans le plan d'action. On fait un audit à mi-parcours pour voir un peu où on en est, faire une photo en année 3 de la situation, si on a pu mettre en place les leviers d'action, si jamais il y a eu un problème sur l'exploitation et qu'on n'a pas pu mettre en place celui-ci ou un autre pour X raisons, comment on fait, comment on adapte le plan pour essayer de tenir ces objectifs à atteindre en année 6. Et donc là, c'est tout aussi un temps d'échange entre le conseiller et l'agriculteur pour adapter le plan d'action s'il y a besoin. On vérifie et on certifie les réductions. Et à ce moment-là, on fait un deuxième diagnostic en fin d'année 5, début d'année 6, pour recalculer l'empreinte carbone de l'exploitation agricole au bout des 5 années du projet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir rémunérer les agriculteurs sur ce qu'ils auront réellement réduit sur leur exploitation. C'est-à-dire soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre et en même temps une augmentation du stockage de carbone dans les sols ou dans les haies qui sont présentes sur l'exploitation, par exemple. La méthode label bas carbone, ce n'est pas une méthode punitive. C'est-à-dire que si on avait fait son premier diagnostic et qu'on avait par exemple un gain carbone estimé de 500 tonnes, qu'on pourrait vendre 500 crédits carbone, on n'a pas l'objectif absolu d'atteindre ce chiffre-là. Si on n'arrive qu'à 480 parce que la méthode a évolué aussi dans les 5 ans, les calculs se sont affinés, ou alors il y a un levier qu'on n'a pas pu mettre complètement en place, ou alors on a eu une année de sécheresse qui a fait que sur les prairies, ça s'est mal passé, on a dû en retourner une, la remettre en état, ressemer dessus. Voilà, on doit mettre en place les leviers d'action, mais on n'a pas un objectif de résultat à atteindre. Et donc du coup, c'est ça aussi qui est intéressant de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas punitive, elle vient juste rémunérer ce qu'on fait de mieux. Je vous ai mis sur cette diapo les critères d'éligibilité, parce que pour rentrer dans la démarche label bas carbone, il faut atteindre certains critères d'éligibilité. On doit utiliser un des outils certifiés avec la méthode. Alors ça, on a pour la méthode Carbone Agri, CAP2ER. On a une méthode pareille, un outil qui a été labellisé pour la méthode Grande Culture, Carbone Extract par exemple. On a l'obligation de respecter le seuil de la directive nitrate qui impose une fertilisation de maximum 170 kg d'azote organique sur les parcelles. On doit à minima maintenir le stock de carbone en place, voire l'accroître, si on a choisi ça dans ces leviers. Qu'est-ce que ça veut dire ça derrière? C'est qu'on a l'obligation de maintenir en place les prairies permanentes et les haies pendant toute la durée de la démarche label bas carbone, c'est-à-dire les 5 ans. Et on doit maintenir ou améliorer les co-bénéfices qui sont liés aux actions mises en place. Donc ça peut être des co-bénéfices biodiversité, protection de l'eau, etc. Et en plus, pour la méthode label bas carbone Grande Culture, on doit respecter la conditionnalité PAC. Bon, ça, c'est pas trop difficile pour un agriculteur, tout le monde est concerné. Respecter ses quotas d'eau pour l'irrigation. Et puis, on doit atteindre, les résultats d'émissions plus stockage doivent être positifs. Alors, Dunater, comme on vous l'a dit, on l'a créé en 2020, donc on n'était pas opérationnel pour répondre au premier appel à projet de France Carbone Agri. En fait, le mandataire France Carbone Agri fonctionne par appel à projet. Ils en lancent un chaque année. Pourquoi cette méthode? C'est l'objectif de ne pas faire rentrer trop d'un coup d'agriculteurs, parce que derrière, il faut être en capacité de trouver des entreprises qui vont acheter nos crédits carbone. L'objectif de France Carbone Agri qui se sont fixés, c'est de labelliser chaque année, donc on aura atteint les 5 ans pour les projets, labelliser chaque année 1000 exploitations agricoles. Et comme ça laisse le temps de chercher des entreprises qui vont acheter nos crédits carbone agricoles. Du coup, Dunater, on a commencé à répondre au deuxième appel à projet de France Carbone Agri en 2021. On a fait la réalisation des diagnostics CAP2ER et des plans carbone sur le premier semestre 2021.
On a engagé 58 exploitations qui sont réparties sur 6 départements de la région, l'Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et Rhône. C'était principalement des exploitations bovins-viande et bovins-lait, quasiment moitié-moitié à peu près. L'estimation du gain carbone pour l'ensemble de ce projet-là qu'on a déposé auprès de France Carbone Agri, c'est qu'on estime qu'on va réduire l'empreinte carbone de la totalité des exploitations de 18 000 tonnes de CO2 évitées sur les 5 ans, ce qui fait 18 000 crédits carbone à vendre. Voilà, je vous ai mis un peu nos résultats sur ce premier appel à projet pour vous donner un peu les écarts qu'il y a entre les différentes exploitations qu'on a engagées. Sur les exploitations de bovins lait, on a une moyenne de 375 tonnes de CO2 évitées sur 5 ans, mais on a un écart très fort en fait entre les différentes exploitations agricoles. Ça varie des exploitations, d'une qui n'a qu'un gain carbone de 29 et une autre qui va jusqu'à 1229 tonnes de CO2 évitées sur les 5 ans. Ces disparités, elles s'expliquent par les systèmes d'élevage qu'on a sur notre région. Déjà, on a une majorité d'élevages qui sont principalement à l'herbe avec une forte autonomie protéique sur l'exploitation et donc du coup une marge de manœuvre plus réduite. Ce qu'il faut bien ça avoir en tête, c'est que le label bas carbone, c'est une démarche engageante qui demande une démarche de progrès. On va devoir mettre en place de nouveaux leviers d'action sur son exploitation. On ne rémunère pas l'existant, on ne rémunère pas ce qui est déjà fait bien, entre guillemets. Donc l'exploitation agricole, elle doit s'engager dans une démarche de progrès pour être labellisée bas carbone. Pareil, vous retrouvez les chiffres pour les bovins viande. On a une moyenne un petit peu plus faible parce qu'on a encore plus à l'herbe et on a un écart très fort entre les différentes exploitations. Voilà quelques exemples de leviers sur la méthode Carbone Agri pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les exploitations agricoles. La gestion du troupeau, ce dont vous parlez Stéphane, l'optimisation de l'âge au premier vélage, toute une partie sur l'alimentation du troupeau avec par exemple augmenter l'autonomie protéique de l'exploitation agricole, la gestion des éjections avec une augmentation de la durée du pâturage par exemple pour les troupeaux laitiers, réduire la consommation de carburant sur son exploitation, on réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre, et puis une conduite de culture différente avec une augmentation des légumineuses dans l'assolement. Quelques exemples de leviers de Carbone Agri pour la séquestration du carbone. Donc, c'est sur toute la gestion des infrastructures agroécologiques. Donc, par exemple, l'implantation et le maintien de haies sur l'exploitation. Et toute la gestion des surfaces cultivées et notamment l'implantation supplémentaire de prairies temporaires sur l'exploitation. Je vous ai remis dans le diaporama les principaux leviers que nous, on a vus qui ont été utilisés sur les 58 exploitations qu'on a engagées en 2021 dans le projet de label bas carbone Carbone Agri. La majorité des agriculteurs, des éleveurs, ils ont choisi des leviers d'action sur la conduite des cultures avec une augmentation des légumineuses et une réduction de la fertilisation. Des leviers sur la reproduction avec notamment l'optimisation de l'âge au premier vélage, une meilleure gestion de l'improductivité. Toute une partie sur l'alimentation, optimiser la consommation en concentré, une meilleure finition pour l'engraissement des bovins viande, une partie sur sanitaire, réduction de la mortalité des veaux, et puis sur le pâturage avec une augmentation de la durée du pâturage et pâturage tournant. Alors pourquoi vous avez les histogrammes qui vont dans ce sens-là? C'est que la majorité des agriculteurs ont mis en place des leviers sur la conduite des cultures. On le retrouve ça dans la quasi-totalité des 58 exploitations bovines qu'on a engagées. Et vous retrouvez un petit peu près la même chose sur les leviers en bovin lait. Alors il y a toute une partie sur la gestion de la taille du cheptel pour atteindre l'autonomie fourragère avec une optimisation sur ce sujet-là. Au début de la présentation, quand je vous ai parlé des conditions d'éligibilité pour participer à la démarche label bas carbone, je vous ai dit qu'il fallait maintenir ou accroître l'éco-bénéfices qui sont mesurés avec la méthode. Ici, on vous a remis les co-bénéfices qui sont mesurés avec la méthode Carbone Agri. Il y a toute une partie de contribution à la biodiversité avec l'augmentation des surfaces en prairie ou des haies. Ça amène des corridors écologiques pour les animaux. Toute une partie sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, en lien avec la réduction des quantités d'azote. Les surfaces en couverts végétaux qui vont limiter le lessivage de l'azote, par exemple. Production d'énergie, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans les leviers d'action. La production d'énergie renouvelable par la méthanisation, notamment. Et puis, la lutte contre la déforestation avec la substitution du soja par des coproduits locaux ou du fourrage.
Cette année, on a continué à s'engager d'Unater en tant que développeur de projet auprès de France Carbone Agri. On vient d'engager une trentaine d'exploitations qui sont réparties sur 8, 9, même 9 départements de la région. Alors, c'est principalement des bovins laits, puisque du coup, sur la méthode grande culture, on a engagé 10 autres exploitations sur un autre appel à projet. Là, on est en train de finaliser les diagnostics et les plans carbone, donc j'ai encore pas de résultats à vous présenter où on en est sur les estimations et les leviers qui ont été utilisés par les agriculteurs. Mais voilà un peu où on en est sur la démarche Carbone Agri et un peu le recul qu'on commence à en avoir au sein d'Unater. Peut-être je te repasse la parole pour parler rémunération des agriculteurs. Comment se répartit la marge ? Rémunération des agriculteurs, oui. Moi, je voudrais juste dire avant, dans ce que vous a présenté Edith, on a pris ce dossier à bras-le-corps d'Unater à 3 ans et FCA à peu près une dizaine d'années. La méthode CAP 2R, aujourd'hui, on l'a construite. Ça n'a pas été simple. Voilà. Elle est validée par le ministère. Voilà. Juste, on prend ce dossier-là, on apportera notre pierre à l'édifice pour ce réchauffement climatique et ce captage carbone, mais on veut continuer d'avoir des exploitations qui produisent aujourd'hui, parce que le premier but d'une exploitation, c'est quand même de fournir de l'alimentation en quantité et en qualité pour nos citoyens. Donc on ne peut pas, et que nos agriculteurs puissent vivre de ce métier-là. Voilà. Apporteront leur pierre à l'édifice et elles feront comme ça. Aujourd'hui, sur la rémunération du carbone, la tonne de carbone, alors tu me corrigeras Edith, mais c'est 37 €. Combien ? 40 €. 40 € aujourd'hui, c'est les crédits carbone, ce qu'on a imaginé que ça pouvait se vendre. Imaginez où c'est le marché qui porte ce dossier-là, voilà. Et sur 40 € aujourd'hui, on en laisse 32 à l'éleveur, à la tonne réduite, 32 à l'éleveur, 5 aux porteurs de projet et 3 FCA pour que les deux structures fonctionnent. Voilà. C'est quelque chose qui a démarré et qui fonctionne. Peut-être pour vous présenter comment se répartisse l'engagement des acteurs en lien avec la rémunération. C'est la diapo suivante. Quels sont les engagements de l'agriculteur qui, quand il s'engage dans la démarche label bas carbone, il s'engage à céder ses crédits carbone à France Carbone Agri, qui est mandataire et qui va les vendre pour lui et qui du coup va le rémunérer à hauteur de 32 € le crédit carbone. Il est responsable de la mise en œuvre de son plan d'action. C'est bien pour ça qu'on a aussi un suivi et un accompagnement technique tout au long de la démarche. Il accepte l'audit externe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que c'est bien une démarche qui est labellisée et qui est certifiée. Et du coup, en fait, France Carbone Agri utilise un auditeur externe qui va auditer un pourcentage de tous les appels à projets auxquels on a répondu au niveau France. Donc, un pourcentage de nos exploitations seront auditées par l'auditeur externe qui va certifier leur réduction d'émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation du stockage qu'ils auront fait sur leur exploitation. Il valide l'accompagnement technique proposé et le coût qui sera imputé et il s'engage à respecter certains critères environnementaux, notamment tous les critères d'éligibilité que je vous avais cités. L'engagement du porteur de projet, ça c'est nous, c'est d'Unater. On a une rémunération de 5 € par crédit carbone pour accompagner tout au long du projet l'agriculteur, le conseiller, déposer des papiers pour lui. C'est nous qui déposons tous les papiers auprès de France Carbone Agri. C'est aussi... dans cette massification, éviter que l'agriculteur se retrouve seul à faire la démarche. Vous voyez bien que dans ce schéma-là, l'objectif, et en tout cas c'est les valeurs que portent France Carbone Agri et d'Unater, c'est que la majeure partie de l'argent qu'on va aller chercher auprès des entreprises, elle retournera aux agriculteurs. C'est bien les agriculteurs qui vont être une solution dans l'adaptation au changement climatique et la réponse à la neutralité carbone en 2050. Donc c'est bien eux qu'on va rémunérer pour les pratiques qu'ils mettront en place. Et France Carbone Agri se garde aussi une partie de la rémunération pour justement la labellisation du projet, tout le lien qu'il y a avec le ministère de l'écologie et les DREAL qui labellisent les projets des agriculteurs et toute l'organisation de l'audit de certification. Oui, Edith me propose de dire un petit peu ce qu'on a fait sur l'exploitation. Alors sur mon exploitation en zone de montagne aujourd'hui, donc on a réduit l'âge au vélage. Ça c'est clair, c'est quelque chose que j'ai mis en œuvre. J'ai réduit l'âge au vélage et j'ai surtout réduit mon taux de renouvellement. Et j'ai vu qu'il était très économique. On avait des systèmes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on a des systèmes pour utiliser des doses sexées.
on avait des lots de génisses qui étaient importants et ça, on a vraiment réduit. J'ai vraiment réduit ça. Je suis tombé, j'étais à 40%, je suis tombé à 22% de taux de renouvellement. Je fais vieillir et c'est très économique aujourd'hui. Ça m'a permis deux choses d'économie. Ça m'a permis aussi de mettre je travaille en race Montbéliarde, je mets du croisé dessus, donc je revalorise bien des veaux d'un mois, donc très important pour moi aujourd'hui. Et les vaches qui vieillissent, c'est très intéressant pour nous. Après, on a des assolements. Aujourd'hui, on a mis beaucoup plus de raie gras et de trèfle. Voilà. Essayer d'être le plus autonome possible en protéines. Alors, on n'y arrive pas à 100% en zone de montagne, mais essayer d'être le moins dépendant aujourd'hui, que ce soit en intrants ou en aliments tourteaux, aujourd'hui, d'être le plus autonome sur les exploitations. Je le souligne souvent, même en zone de montagne, une exploitation la plus économique et j'ai envie de dire la plus vertueuse, c'est la polyculture élevage et c'est celle qui se rapprochera le plus de 100 d'autonomie. Alors c'est compliqué d'avoir 100% d'autonomie, notamment en zone de montagne, mais on peut quand même se rapprocher. Et des fois, je le dis comme ça, en baissant un peu la production laitière et en ayant cette autonomie, on est beaucoup plus économique, voilà, et on n'a pas de flux de camions qui roulent. Voilà un petit peu les schémas qu'on a mis en place. Après, tout ce qui est tout ça, tout ce qui est aujourd'hui est très présent puisqu'on fait partie des zones de montagne et on ne peut pas avoir des grandes parcelles. Donc on a des haies, on a des arbres, voilà, quelque chose qu'on conserve et qui nous va très très bien. Et cette démarche, vous l'avez initiée à quel moment ? Je l'ai initié dans mes responsabilités quand j'ai vu le dossier carbone et quand on voyait l'environnement qui venait, on va dire, prenait tout. On avait de l'environnement et nous, dans nos adhérents, on disait, nos adhérents syndicales, on est toujours en train de nous montrer du doigt, toujours en train de faire les choses. Donc on a pris ce dossier-là en environnement, j'ai envie de dire, positif. Et là, j'ai pris conscience qu'on pouvait faire des choses, mais par des explications, par le Cap 2R, par des choses comme ça. Voilà, on a vraiment eu un échange où on a vu qu'il y a des choses qui pouvaient bouger. Et les agriculteurs, aujourd'hui, je ne sais pas si on a le nom, mais de Cap 2R qui sont été faits, parce que ça a quand même un coût sur l'exploitation, hein, parce que c'est à peu près 2 jours de temps. Hein. C'est une demi-journée sur l'exploitation. Après, il faut faire les chiffres avec la comptabilité. Faire le premier bilan, vous voulez dire ? Faire le premier bilan, voilà, pour faire le diagnostic de type 2, c'est un coût de 1 500 € à peu près. C'est un coût de 1 500 €. Donc, pour inciter un éleveur à aller là-dedans, il faut qu'il y retrouve. Mais les éleveurs qui l'ont fait en sont très, très satisfaits. Voilà. Alors, certains n'ont pas de marge de manœuvre parce qu'ils étaient très, très bons. Leur structure ne le permettait pas. Parce qu'on a toujours été très clair quand on a monté ce dossier-là, aujourd'hui, de dire on ne veut pas des investissements massifs aujourd'hui pour gagner un tout petit peu. Voilà. Il faut que ce soit au fil du temps. Et voilà. Mais moi, les 3/4 ou 98% des exploitations ont été satisfaits aujourd'hui de ce diagnostic-là et sont demandeurs. Voilà. Et vous, quand vous avez fait votre diagnostic sur votre exploitation, qu'est-ce qui vous a surpris le plus ? Qu'est-ce qui m'a surpris le plus ? Ce qui m'a surpris le plus, le renouvellement des génisses. Le renouvellement des génisses, vraiment, ils ont réussi à me démontrer que ce n'était pas économique. J'avais du mal, hein, j'avais beaucoup de mal à l'entendre. Il y avait un blocage un petit peu. Il y avait un blocage. Il y avait... Je ne sais pas comment le dire. On travaillait comme ça, on se remettait, mais voilà, les chiffres se sont mis, et là on a vu que oui, il y avait des choses à faire, et ça m'a permis, mon exploitation me le permet aussi, hein, m'a permis aujourd'hui des parcelles qui étaient destinées en pâture pour les génisses sont passées en fauche et m'a donné une autonomie alimentaire. Voilà. Mais c'est quelque chose voilà, qui s'est fait. Après, sur tout ce qui est assolement, j'y réfléchissais depuis longtemps. Alors, je vais le présenter comme ça, c'est dangereux pour certains, mais le réchauffement climatique en zone de montagne nous a permis de faire des cultures qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Voilà, a été, on va dire, un bénéfice. Voilà. Je suis à 1000 mètres d'altitude, alors ne me le vendez pas comme ça, mais voilà, ça a eu des effets positifs. Voilà. On revient à refaire de la céréale à paille, quoi. On reproduit nos énergies qu'on avait arrêtées parce que ce n'était pas rentable. Le réchauffement climatique nous permet ça. Voilà. Ça voilà, c'est des phénomènes. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre dans ce dossier-là, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain parce qu'on a cette évolution qui est là et qu'on ne maîtrise pas. Malgré qu'on puisse nous donner des perspectives, on ne maîtrise pas les choses. Voilà. Mais ça a des avantages, ça a des effets très, très néfastes, le réchauffement climatique, beaucoup plus bas. Mais nous, en zone de montagne, à 1000 mètres, ça a des effets positifs. Voilà. Et donc la démarche, elle se fait sur 5 ans, hein, vous l'avez expliqué. Vous en êtes où, vous, Stéphane ? Vous êtes à quelle année ? J'en suis, donc j'étais dans le 2e appel à projet, je suis dans la 3e année.
Troisième année. Donc vous avez fait le bilan à mi-parcours. Oui, oui, il est fait. J'ai pas le retour. Suspense. Pas le retour, mais il est fait. C'est moi qui n'ai pas eu le temps de recevoir le retour, voilà, par manque de temps. Je m'en excuse. Merci. Edith, vous aviez encore des choses à nous dire? Oui, je voulais peut-être juste compléter. Tout à l'heure, Stéphane vous parlait du coût de l'accompagnement technique pour un agriculteur qui peut être de 1 000 à 1 500 euros selon les chambres d'agriculture, pour donner un exemple. Il faut savoir qu'au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a négocié avec le conseil régional des plans régionaux de filière. Et à l'intérieur de ces plans de filière, il y a une subvention pour la réalisation de diagnostics qui permettent de calculer l'empreinte carbone d'une exploitation. Et par exemple, dans les plans de filière bovin-lait et bovin-viande, il y a une subvention de 650 € pour la réalisation de diagnostics CAP2ER. Donc il y a déjà une prise en charge par la subvention du coût technique qui reviendrait à l'agriculteur. C'est quelque chose qu'on est allé négocier avec le conseil régional. C'est quelque chose qu'on a négocié dans les plans de filière, mais pour moi qui n'a pas été compliqué. Quand on a vendu notre démarche donc à notre président du conseil régional ou à son vice-président de l'agriculture, c'était un oui assez systématique. Voilà. Oui, s'il y a un bienfait, il y avait une logique et tout ça. Quand on est logique et que ce n'est pas opportuniste, ça fonctionne. Merci. On a fait le tour de ce que vous vouliez nous présenter. Moi, j'avais juste peut-être une ou deux questions pour vous encore. Qu'est-ce que vous identifiez comme les freins principaux pour entamer cette démarche? Parce qu'on a vu que c'est quand même pas simple, mais qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait vraiment donner envie à des agriculteurs de se lancer dedans? Alors, votre question est très bonne parce que c'est quelque chose où on aimerait, l'objectif serait aujourd'hui que toutes les exploitations fassent un CAP2R. On essaye par une indemnisation que ça soit le moins coûteux possible. On essaye de l'information. C'est vrai que ça ne parle pas tout le temps. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Moi, je pense qu'on va y arriver, les choses vont se désenclencher. Quand vous passez des périodes aujourd'hui où il n'y a pas, je veux dire, où ça fonctionne. Aujourd'hui, on a travaillé, alors je vais faire un petit peu de syndicalisme, mais où Egalim est passé, le prix est là, les éleveurs sont mieux dans leur tête et vont passer à cette phase-là. Quand vous avez d'autres soucis, une grosse sécheresse ou des prix qui ne sont pas là, vous ne pouvez pas le vendre. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas leur dire faites un CAP2R parce qu'ils vous renvoient dans vos 22 mètres et c'est entendable. Je vais vous dire sincèrement. Une disponibilité quand même. Voilà, disponibilité, mais disponibilité sur physique, mais une disponibilité dans sa tête aussi. Et là, aujourd'hui, on sent que ça prend. Certains nous disent, mais comment ça se fait que tu as ça? Parce que c'est dommage, on ne l'a pas. Mais sur le panneau CAP2R, ils ont sorti les chiffres. On a aujourd'hui les hectares de haies qu'on a, la biodiversité qu'on a conservée, le nombre de personnes qu'on nourrit. Et ça, quand on l'affiche dans nos exploitations, sur nos bâtiments, ça parle à beaucoup de personnes. Ils disent, nous, on aimerait avoir le même. Voilà. On a de très beaux panneaux qui sont faits. Mais moi, je pense, on y arrivera. J'ai aucun souci parce qu'on a une profession qui évolue et qui continuera d'évoluer. Et on a des éleveurs qui sont passionnés par ce métier-là. Voilà. Et aujourd'hui, les clignotants arrivent. Et on mobilisera. Je ne sais pas à combien on en est à peu près en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. D'agriculteurs engagés, en fait, il faut calculer aussi les exploitations qu'on avait engagées dans les projets LIFE, Dairy Carbone, la ferme laitière bas carbone et Beef Carbone pour la bovin-viande, qui ont permis de créer la méthodologie CAP2ER. Et toutes ces exploitations qui s'étaient engagées dès les années 2010 ont permis de créer la méthode CAP2ER et la méthode Carbone Agri. Et donc, en fait, si on compte ces exploitations plus celles qu'on engage, que ce soit les chambres d'agriculture au travers du NATER ou les coopératives qui le font aussi, on est facilement à, allez, on va dire un pourcentage. Il y a un quart des exploitations bovines qui sont engagées dans la démarche au niveau de la région. Peut-être pour vous donner des exemples, parce qu'au final, quand on s'est rendu compte des écarts qu'on avait sur les exploitations agricoles qu'on a engagées, les différences qu'il y avait des gains carbone, et qu'on a demandé aux agriculteurs, mais pourquoi vous voulez vous engager dans la démarche label bas carbone? Je prends toujours l'exemple d'un éleveur bovin-viande du Rhône qui avait un gain très faible, hein. Il avait un gain carbone autour de 40. Et il nous a dit, moi je ne le fais pas pour la rémunération, je le fais vraiment pour obtenir la labellisation bas carbone, pour montrer à mes riverains et montrer aux consommateurs, parce qu'il faisait un petit peu de vente directe de steak haché, qu'en fait, il est engagé dans la neutralité carbone pour 2050, qu'il est engagé dans les attentes que la société ont sur les activités économiques de l'homme, et qui fait partie de tout ça, et qu'il n'est pas juste isolé à ses autres riverains.
Il y en avait d'autres, ils avaient déjà engagé des réflexions sur l'autonomie protéique de l'exploitation par rapport à l'adaptation au changement climatique, les différentes sécheresses qu'on a prises sur la région, le fait que les prairies étaient détruites, qu'on avait des difficultés à nourrir les troupeaux pour l'hiver qui arrivait après. Ça a fait poser aussi plein de questions aux agriculteurs. Comment je fais pour nourrir mon troupeau dans les années à venir? Et donc, du coup, le changement sur les rotations, les prairies temporaires, l'autonomie protéique a amené aussi à réfléchir sur la labellisation bas carbone. Et comme ça, je pourrais vous donner, au final, il y a peut-être autant d'exemples que d'agriculteurs qu'on engage dans cette démarche. Et vous parlez de changement, Edith, c'est vrai qu'il y a le changement climatique qui impose donc des changements de comportement, des changements dans nos manières de faire et dans les manières de travailler pour les agriculteurs. Et on sait que le changement, ça peut faire peur et ça peut générer des réticences. Comment est-ce qu'on peut vraiment aller convaincre un agriculteur de se lancer dans cette démarche bas carbone? Comment Edith l'a bien souligné, faire peur, non. Non, faire peur. L'agriculture a toujours évolué. Si on prend les 30 dernières années, elle a toujours évolué et elle continuera d'évoluer. Et les éleveurs les agriculteurs, mais les éleveurs sont prêts à évoluer. Après, il faut que ce soit bien expliqué. Et ce que soulignait Edith, je voulais le dire aujourd'hui, il y a le gain à la fin du crédit carbone, mais je trouve que ce n'est pas ce qui passionne. Ce que nos éleveurs aimeraient, c'est de la reconnaissance, qu'ils soient à même de dire on fait pour cette planète. Je prends un autre exemple. On parle beaucoup de biodiversité. La biodiversité s'est dégradée. Qu'est-ce qui a le plus dégradé la biodiversité? L'urbanisation. L'urbanisation, ces terres qu'on a artificielles, c'est pas l'agriculture. Et ça, les agriculteurs aimeraient quand même de la reconnaissance. Il y en a. Moi, je vais vous dire, il y en a. On a 90% des citoyens qui sont reconnaissants de leurs agriculteurs. Le souci, c'est qu'on a toujours cette petite part d'extrême qui fait partie peut-être de la règle du jeu et qui arrive à faire mal des fois. Et ça fait mal. Et souvent, les agriculteurs ont plutôt envie de se renfermer sur eux-mêmes, de ne plus faire voir ce qu'il faut. Au moins, on est tranquille, vivant heureux, vivant cachés. Mais ça arrive. Mais ils sont prêts à évoluer, mais avec de l'économie, avec une vie sociale, avec tout ça, Et alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, mais ce que vous dites, c'est l'importance de communiquer finalement sur cette démarche. Edith ? Oui, effectivement, il faut communiquer. Et puis, en tant qu'agriculteur, il ne faut pas hésiter à aller se poser la question, que ce soit avec ses collègues agriculteurs de la commune ou du secteur, avec le conseiller. Peut-être de tenter de faire le diagnostic, par exemple, pour Cap 2ER, vous avez un diagnostic de niveau 1 qui vous permet un peu de situer votre exploitation où elle se situe en termes d'empreinte carbone. Et du coup, vous rendre compte si vous avez déjà une empreinte carbone faible. Et du coup, vous êtes plutôt une exploitation vertueuse et vous n'allez pas avoir peu de leviers d'action à mettre en place dans la démarche label bas carbone. Et c'est peut-être pas vers cette démarche-là qu'il faudra vous lancer. C'est aussi pour ça que Dunater, on vous l'a présenté au début, l'ensemble des services environnementaux. Il y a le carbone, c'est très prisé auprès des entreprises. Elles vous parlent toutes du carbone, elles sont prêtes à donner de l'argent sur le carbone. Mais nous, on veut aussi travailler sur les autres services environnementaux que peuvent procurer les exploitations agricoles et trouver de la rémunération aussi sur ces sujets-là. Parce que le carbone, ça ne fait pas tout sur une exploitation agricole. Mais c'est vraiment l'idée de... Oui, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner, à poser des questions. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces conférences. Il y a aussi un corner dans le hall 1 pour parler du carbone. C'est qu'à un moment donné, il faut en parler, il faut prendre les informations et il faut avoir tous les éléments à sa disposition pour pouvoir prendre une décision en tant que chef d'entreprise sur son exploitation agricole. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir peut-être donner la parole aux personnes dans la salle. J'espère que vous avez des questions pour nos intervenants sur cette démarche label bas carbone. J'arrive tout de suite. Bonjour, merci pour votre démarche déjà. Moi, j'appartiens à un groupe qui fabrique du matériel agricole et on voit beaucoup de leviers qui sont liés aux cultures, à l'élevage et je vois rien sur le matériel et nous, on veut bien mettre une pièce dans la machine du bas carbone, mais on voit pas très bien où. Vous cherchez une porte d'entrée. le matériel, alors par rapport... Alors, vous pouvez développer... Ah oui, mais je vous entends pas, moi, désolé. Ah pardon, je suis repartie. Une histoire de consommation, de poids, de façon de travailler. Ça peut être sans doute très varié. En tout cas, nous, on réfléchit à tout ça, mais on cherche aussi à savoir de quelle orientation prendre.
Ma réponse serait aujourd'hui, travaillons ensemble, prenons contact et regardons ce qu'on peut faire vraiment ensemble. Je ne peux pas vous dire plus. Voilà, je n'ai pas d'idée comme ça sur le matériel, ce qu'il pourrait apporter, mais certainement qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, et si elles ne sont peut-être pas sur le carbone, elles peuvent être sur d'autres dossiers, et ça, il n'y a aucun souci pour nous. C'est ce que je vous mettais dans un des exemples de levier bas carbone. Il y avait sur la consommation d'énergie et du coup la réduction de l'utilisation du carburant. Ça peut être des réflexions sur ça, des moteurs qui utilisent mieux le carburant, qui vont moins consommer, qui vont être plus efficaces, des choses comme ça qui vont permettre finalement à l'agriculteur de moins consommer de carburant et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Après, si vous n'avez pas forcément votre place exactement dans comment je peux aider l'agriculteur à mettre en place des leviers d'action, vous avez toujours la possibilité d'acheter les crédits carbone et vous venez compléter la chaîne aussi à un moment donné. Ou d'être ambassadeur de la démarche. Ambassadeur de la démarche aussi, on en a toujours besoin pour la porter auprès de tout le monde. Monsieur derrière vous et après je reviens. Merci. Bonjour et merci pour cette présentation. J'ai deux questions. La première, c'est en dehors du carbone, donc qui intéresse beaucoup apparemment les acheteurs, les co-bénéfices que vous voyez comme les plus plébiscités, c'est lesquels? Alors, les co-bénéfices les plus plébiscités, c'était sur la partie biodiversité, parce que je pense aussi, on en a beaucoup parlé au niveau du gouvernement, le plan de relance sur les haies. Ça, c'était quelque chose qui était beaucoup recherché par les entreprises, puisque c'est aussi des habitats pour plein d'espèces, ça fait des corridors écologiques. Et puis, il y avait aussi toute la question des pollinisateurs sauvages et les abeilles, comment on fait pour les protéger et leur amener de la ressource et des endroits pour nicher. Merci. Et la deuxième question, c'est sur la vérification des données d'entrée, en gros. Est-ce qu'il y a juste cet audit aléatoire qui permet de s'assurer de la qualité du processus, ou alors il y a aussi une vérification sur la base de pièces justificatives ou autres? Alors, Non, ce n'est pas aléatoire. C'est par rapport à nos exercices comptables. On reprend tout. On prend l'assolement qu'on a à la PAC et tout ça est mis bout à bout. C'est pour ça que c'est un travail de 2 jours quand même très important. Un demi-jour pour récolter dans l'exploitation les données, voilà, et qui sont réelles, des données comptables et des données PAC. Aujourd'hui, et après, la personne est formée. On a des agents formés aujourd'hui qui mettent ça en application. Et je voulais souligner, le CAP 2R est validé par le ministère. Donc la méthode est très rigoureuse. Oui, non, quand je disais aléatoire, c'était pas du tout négatif. C'était dans le sens où il y avait un échantillon, quoi. Alors, en fait, il y a déjà un audit interne. Tous les dossiers qu'on envoie auprès de France Carbone Agri, les plans d'action et tout, ils sont déjà tous vérifiés auprès de France Carbone Agri. Ensuite, ils sont notifiés au ministère de l'écologie qui va tous les vérifier un par un, notamment les critères d'éligibilité avec le maintien des co-bénéfices et le maintien des prairies. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand le ministère de l'écologie les a tous vérifiés, ça veut dire que le projet est validé et l'agriculteur peut continuer les années 2, 3, etc. Et après, effectivement, l'audit externe de certification de labellisation par un bureau externe, ça, il est fait sur un échantillonnage des exploitations engagées. Mais du coup, il y a encore une nouvelle fois, quand on fait le deuxième diagnostic en fin d'année 5, début d'année 6, il y a un audit interne de FC2A et c'est notifié auprès du ministère de l'écologie qui va regarder l'ensemble des dossiers puisque c'est lui qui donne la labellisation. Et après, il y a l'audit supplémentaire sur un échantillonnage des exploitations. D'accord, merci, c'est très clair. Merci. Alors, j'ai 2 questions. Alors, une question qui a trait à la source d'énergie renouvelable. Est-ce que l'éolienne n'est pas, donc, elle ne figure pas parmi les sources? Peut-être que ça dépend de la taille des exploitations. Alors, ma deuxième question, ça concerne la gestion des troupeaux. Est-ce qu'on privilégie tous les outils de l'élevage de précision dans ce bilan? Alors, dans votre première question, c'est quelque chose qui a souvent été évoqué. Donc, dans le montage de Cap 2R, vous avez évoqué l'éolien, mais il y a la méthanisation et les photovoltaïques. Voilà. Donc, ce n'est pas pris en compte. C'est quelque chose qui est dommageable. On verra si on peut le faire évoluer, mais quand on a créé Cap 2R, ça n'a pas été pris en compte. Ça, on le regrette un petit peu. Dans votre deuxième question, si j'ai bien compris, ça serait l'utilisation numérique aujourd'hui le plus performant pour qu'on soit le plus efficace possible. En fait,
tous les outils technologiques de connexion de la vache, de la salle de traite et puis de l'ambiance au niveau des bâtiments. Ça, c'est pris en compte. Ça, c'est pris en compte, mais après, on ne l'impose pas, si vous voulez. Ça, c'est le choix de l'éleveur. Le numérique est quelque chose de très important et arrive dans les exploitations, mais là, il n'y a aucun souci, aucun débat. Après, chaque éleveur ira à l'allure où il le souhaite. Hein. On n'impose pas. Mais ça, oui, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. On voit que le numérique va nous développer des techniques aujourd'hui très importantes, mais on est très en avant. Je sais pas, je vais être modeste, mais oui, on se sert beaucoup du numérique et on se sert de ces bases de données-là. Oui. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Le numérique, il améliore aussi tous les critères de gestion, notamment la longévité, disons le taux de réforme, etc. Donc, il va en faveur de ces critères de... Ça, c'est vraiment, je voulais expliquer, c'est vraiment quelque chose qu'on sensibilise, parce que quand on fait un diagnostic, on sensibilise les éleveurs, les techniciens sensibilisent, n'imposent rien. Hein. On ne peut pas imposer les choses, c'est au choix de l'éleveur, mais c'est quelque chose qui est vraiment pris en conscience. Le vieillissement est quelque chose qui est vraiment pris en conscience, voilà, et qui fonctionne, voilà. Après, c'est... Voilà. Merci. Est-ce qu'on a... Ah, monsieur là-bas. Merci. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, à l'issue des 5 ans, donc lorsque l'éleveur a perçu la rémunération, la recette due au crédit carbone, que se passe-t-il après? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes entré dans la démarche et vous allez la pérenniser et donc finalement ça permet de vous accompagner, de vous inciter à évoluer tranquillement et vous allez poursuivre, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en ait qui fassent marche arrière? Oh ben, non. On l'a bien expliqué dans notre présentation qu'on a maillé l'environnement avec l'économie. Si l'éleveur, au bout des 5 ans, n'aura plus les crédits carbone, parce qu'il va les vendre une fois, il ne va pas revenir une deuxième fois, mais après, il va rester sur son fonctionnement. Si le fonctionnement de l'exploitation lui convient et que c'est économiquement viable, je ne vois pas pourquoi il changerait. Voilà, il y aura pas de retour en arrière. Après, voilà, il y aura certainement d'autres choses à inventer, je ne sais pas si c'est à inventer, mais au-delà du carbone, mais voilà, on a fait le carbone, on a parlé de biodiversité, les énergies renouvelables sont de là, c'est quelque chose voilà, qui pourra être peut-être à pérenniser dans le temps. On a démarré par un angle parce qu'on ne peut pas démarrer sur tous les angles. Non, mais ça ne reviendra pas en arrière. Enfin, j'en verrai pas l'utilité. Enfin, voilà. Peut-être si je peux compléter, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus dans la présentation qu'on vous a faite. La démarche label bas carbone, elle va avoir un gain environnemental, elle va avoir une petite rémunération complémentaire, mais elle va aussi avoir des gains techniques et économiques sur l'exploitation agricole. Et on l'a vu sur toutes les exploitations qu'on a engagées, il y a eu un gain sur le BE. Donc à un moment donné, l'exploitant, quand il a choisi de s'engager sur ces leviers d'action, il a fait aussi un choix stratégique pour son exploitation. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il y aura peut-être d'autres évolutions parce qu'il y aura d'autres choses à prendre en compte sur l'exploitation. Et après, pour certaines exploitations, effectivement, elles auraient potentiellement la possibilité de se réengager dans 5 ans dans un label bas carbone sur 5 ans supplémentaires si elles ont encore des marges de manœuvre pour réduire leur empreinte carbone. Mais ça ne s'arrête pas au bout de 5 ans. Et en plus, quand on vend les crédits carbone, on garantit aussi aux entreprises une durée sur laquelle on va maintenir ou accroître les éco-bénéfices, les prairies et les haies. Bonjour. Comment ça se passe l'accompagnement technique sur les 5 ans parce qu'il faut faire un suivi du plan d'action, etc. Et donc, par rapport à cet accompagnement technique, est-ce que vous avez réussi à avoir des financements pour que ça coûte moins à l'agriculteur? Le diagnostic en année 5, est-ce que vous avez aussi trouvé des financements où l'agriculteur doit aussi débourser pour faire le diagnostic? Et après, c'est quoi votre ouverture par rapport au CPSE et vos démarches pour les contrats de prestation pour services environnementaux? Alors, pour vous donner un exemple, au début des projets Carbone Agri, l'IDEL avait calculé qu'en moyenne, au maximum, l'accompagnement technique d'un agriculteur, ça allait lui coûter au maximum 2 000 €. Donc, il y a une partie de ce coût technique qui est complétée par la rémunération carbone que va avoir l'exploitation. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on a obtenu d'avoir une subvention du conseil régional dans les plans de filière pour prendre en charge le coût du diagnostic. Alors, pour le moment, c'est les 1 ou les 2, ça dépend où on en est dans le projet, puisque le plan de filière, il est signé jusque quand? En 2027, c'est ça?
C'est 2027. Donc pour le moment, la visibilité que j'ai, c'est que jusqu'à 2027. Donc je ne peux pas vous garantir pour ceux qu'on va engager que le dernier sera pris en compte. Mais il y a cette recherche-là. Les premières exploitations qu'on avait engagées, on avait fait un deal avec les chambres d'agriculture où du coup, il y avait un coût fortement réduit pour les exploitants parce qu'on n'avait pas de visibilité aussi. Donc on prenait sur les fonds CASDAR pour aussi sortir derrière un peu des fiches exemples, sortir un peu une moyenne au niveau régional, comment ça se passe, avoir une meilleure idée. Voilà, on essaye de trouver des marges de manœuvre pour financer les agriculteurs. Il y a des entreprises et des coopératives qui aussi aident au financement des diagnostics CAP2ER et des plans d'action. Il y a aussi des collectivités territoriales qui sont en train de réfléchir à un accompagnement aussi sur ce sujet-là. Donc nous, on essaye de trouver un maximum de financement complémentaire pour que le reste à charge à l'agriculteur soit le plus réduit possible. Mais effectivement, vous avez un restant à charge. Et pour le coup, je ne peux pas vous donner d'exemple parce qu'on a quand même aussi une diversité de tarification selon les départements au sein de la région. Ah oui, sur les CPSE. Non, mais alors sur les CPSE, ça peut être divers et varié. Dunater, aujourd'hui, on en a ciblé 3. Ils ont été soulignés aujourd'hui. Les haies sont très importantes aujourd'hui. Les plantes mellifères, on s'est aperçu, voilà, on a échangé avec nos sections apicoles et ils nous l'ont dit clairement. Et ça, aujourd'hui, on a des projets qui avancent énormément. Et les prairies, alors des prairies fleuries aujourd'hui, voilà. Et on va vous donner une plaquette. Voilà les 3 qu'on a démarrés, parce que c'est quand même des dossiers complexes. Il faut qu'on soit toujours clair dans ce qu'on fait. Et voilà, avec Dunater, on s'est fermé dans ces 3. On va essayer de les faire vivre. Et après, on verra après s'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui pourraient arriver. Mais pour le moment, on est sur ces 3-là. J'ai des petites plaquettes. Alors, j'en ai plusieurs. Si ça vous intéresse, j'ai des plaquettes qui présentent la démarche label bas carbone et la méthode carbone agri avec ce que je vous ai présenté, les 5 ans. Qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'agriculteur chaque année. Et j'ai des petites plaquettes, s'il y en a que ça intéresse, sur les services environnementaux. C'est 2 projets pilotes qu'on a dans le Rhône, un sur les prairies en fleurs et un sur les couverts mellifères dans les plaines céréalières du Val-de-Saône. C'est des projets qu'on est en train de présenter à des entreprises avec des agriculteurs qui sont prêts à tester des choses. Et l'objectif, c'est que si on arrive à rémunérer ces agriculteurs sur ces projets pilotes, d'essayer de les déployer sur les autres départements. Merci. Est-ce qu'on a encore quelques questions dans la salle? Il nous reste un petit peu de temps, donc s'il y a une question qui vous démange, allez-y. C'est le moment ou jamais de la poser. On a fait le tour? Juste me permettre, moi je vous remercie. Je remercie vraiment de nous avoir laissé la parole sur ces dossiers-là. Je remercie qu'il y ait un public aussi, qui est quand même pour moi important, passionné par ces dossiers-là. Il faut, on vous l'a bien expliqué sur le dossier carbone, par contre, je le souligne comme ça, ne tombons pas dans le piège de la décroissance. Il faut quand même que notre agriculture reste une agriculture qui produise. Il faut qu'on garde cette souveraineté alimentaire et il ne faut pas qu'on soit dépendant des autres. On pourrait, je vais le présenter comme ça sur le carbone, on pourrait faire des gains carbone très très rapides aujourd'hui par une décroissance, mais qui aurait des conséquences dramatiques dans les 10 ans à venir. Voilà. Et ayez-en vraiment conscience, voilà, il faut qu'on garde, il faut qu'on s'améliore, il n'y a aucun souci, mais le monde agricole, mais le citoyen aussi, hein. Évitons le gaspillage, il faut que chacun mène sa pierre à l'édifice, mais il faut qu'on garde une agriculture forte en France et il faut qu'on garde un élevage fort en France parce qu'il apporte beaucoup de choses. Je tiens à le souligner, parce que si on n'a plus d'élevage, on vous parlait du captage carbone par les prairies, mais les seuls qui peuvent aujourd'hui transformer cette cellulose, c'est les ruminants, personne d'autre. Hein. Voilà, et ça, on a l'impression que c'est basique, mais je tiens à le rappeler. Et voilà, on a besoin voilà, de personnes. Voilà. Ne croyons pas que la décroissance sera une solution, je n'y crois pas du tout, et peut-être très dangereux pour un pays pour le nôtre. Voilà. Il faut qu'on garde notre souveraineté alimentaire. C'est nos fondamentaux. Edith Bruno, Stéphane Jandel, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions et pour votre témoignage sur cette démarche label bas carbone. Merci à toutes et à tous d'être venus assister à cette conférence. Si vous êtes arrivés un petit peu tard, rassurez-vous, elle va être à nouveau donnée vendredi, donc vous pourrez vous rattraper si vous êtes arrivé en retard. Si vous l'avez adorée et que vous voulez la suggérer à quelqu'un de votre entourage qui vient vendredi, n'hésitez pas. Et puis vous retrouverez tout le programme des autres conférences sur des thèmes variés comme la méthanisation, le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme. On a aussi des petits flyers avec les programmes qui vous attendent là si vous quittez l'espace de conférence. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation
continuation sur le sommet et je vous retrouve demain matin ici même pour un nouveau programme de conférence. Merci beaucoup pour votre attention.